Un millionnaire gâté la traitait comme une simple servante. Mais lorsqu'elle fut engagée pour le baigner, la jeune vierge fut choquée par ce qu'elle découvrit à ce moment-là. Si vous aimez les histoires d'amour et les romances, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Le soleil se levait paresseusement sur Belleville, teintant d'or les maisons serrées les unes contre les autres, comme si elles tentaient de se protéger mutuellement du froid des matins parisiens. Sophie Dubois se réveillait avant son réveil, comme elle le faisait toujours. À 19 ans, elle avait déjà appris que la vie n'attendait personne, et surtout pas ceux qui étaient nés oubliés des privilèges. Elle s'assit au bord du lit étroit qu'elle partageait avec sa mère et observa le visage endormi de Claudette. Les rides semblaient plus profondes chaque jour, marque laissée non seulement par le temps, mais par le diabète qui consumait lentement ses forces. Les médicaments coûteux, les consultations privées parce que la sécurité sociale prenait des mois, les hospitalisations d'urgence qui épuisaient jusqu'aux dernières réserves financières de la famille. Sophie soupira doucement, prenant soin de ne pas réveiller sa mère. Elle se leva et marcha pieds nus jusqu'à la petite cuisine, où elle prépara le café avec du café moulu qui durait plus longtemps parce qu'elle en mettait moins dans chaque tasse. L'odeur se répandit dans l'appartement de 3 pièces, se mêlant à l'arôme du savon bon marché et au parfum de jasmin qui s'obstinait à pousser dans le petit jardin derrière l'immeuble, aussi tenace que l'espoir que Sophie portait en elle. C'était jeudi, jour de recherche d'emploi. Elle avait terminé le lycée l'année précédente, toujours avec d'excellentes notes, rêvant d'une université qu'elle savait être trop loin pour ses bras. En attendant, elle acceptait n'importe quel travail honnête, ménage, garde d'enfants, vente de pâtisserie à la gare. L'argent n'était jamais beaucoup, mais suffisant pour maintenir intacte la dignité de la famille Dubois. Elle enfila son chemisier blanc le mieux conservé, un jean sans trous et les chaussures qu'elle avait reçues de l'église l'année précédente. Dans le petit miroir de la salle de bain, elle attacha ses cheveux châtains en une simple tresse. Sophie avait une beauté sereine, de celles qui n'ont pas besoin d'artifice pour attirer l'attention. Ses yeux bruns transmettaient une fermeté qui dérangeait certains voisins, qui murmuraient qu'une fille pauvre ne devrait pas avoir tant de fierté. « Où vas-tu, ma fille ?» La voix faible de Claudette venait de la chambre. « Je vais chercher du travail, maman. Madame Mathilde m'a dit qu'elle a entendu parler d'un poste dans un bon endroit, à Neuilly-sur-Seine. Je vais voir si je peux l'obtenir. » Claudette essaya de se lever, mais Sophie était déjà à ses côtés, l'aidant à s'asseoir. « Neuilly est loin, Sophie, et tu sais comment ces riches nous traitent. Maman, le travail est le travail, et si c'est loin, c'est encore mieux. Ça signifie qu'il perd plus pour le transport. » Sophie embrassa tendrement le front de sa mère. « Prends bien tes médicaments et n'oublie pas de déjeuner. J'ai laissé le repas au chaud dans la casserole. » Le trajet jusqu'à Neuilly prenait presque 2 heures entre train, métro et bus. Sophie profitait du temps pour étudier dans un livre de français, emprunté à la bibliothèque municipale. Elle rêvait un jour de faire des études supérieures, peut-être en service social, pour aider des personnes comme elle et sa famille. Mais pour l'instant, l'important était de survivre dignement. La maison de Madame Mathilde se trouvait dans une rue étroite du centre de Montreuil, où elle travaillait comme femme de ménage depuis 15 ans pour quelques familles riches de la région. C'était une femme de 50 ans, noire, au sourire franc et au conseil judicieux. « Sophie, ma petite, ce poste est différent », expliqua Madame Mathilde, servant un café fort. « C'est pour prendre soin d'un homme en fauteuil roulant. La famille paie bien, très bien même, mais... » Elle hésita. « Mais quoi, Madame Mathilde ? Ce sont des gens très riches, ma fille. Des milliardaires, vraiment. Ils habitent dans un manoir qui ressemble à un château. Et il y a une chose, l'homme dont tu vas t'occuper est compliqué. Depuis l'accident, il est devenu très amer. Ils ont déjà changé 3 aides-soignantes en 6 mois. » Sophie pensa au salaire que Madame Mathilde avait mentionné. C'était presque 4 fois plus que ce qu'elle gagnait avec ses travaux occasionnels. Avec cet argent, elle pourrait acheter les médicaments coûteux de sa mère, et il en resterait encore pour améliorer l'alimentation à la maison. « J'accepte, » dit-elle sans hésiter. « Tu es sûre, Madame Véronique, qui est sa cousine et qui dirige tout dans la maison est, comment dire, très exigeante avec les employés. Madame Mathilde, je n'ai pas peur du travail difficile, et je n'ai pas peur des gens difficiles non plus. » 1 heure plus tard, Sophie était dans un bus en direction de Neuilly, région de grandes maisons et de résidences fermées. Elle observait, par la fenêtre,
comment le paysage changeait. Les maisons populaires cédaient la place à de hauts murs, des jardins élaborés et des voitures importées. C'était comme si elle voyageait vers un autre pays, où même l'air semblait différent. Le portail du manoir des Montclair était imposant, avec des grilles dorées et une entrée pour voiture qui ressemblait à un petit palais. Sophie s'annonça à l'interphone et attendit. Une voix masculine, sèche et protocolaire, autorisa son entrée. Elle marcha le long de l'allée de pierre portugaise, bordée de palmiers impériaux. La maison était vraiment impressionnante. 3 étages, véranda avec colonnes de marbre, jardin qui semblait sorti d'un magazine, mais il y avait quelque chose de froid dans toute cette beauté, comme si la richesse avait volé l'âme du lieu. Elle fut accueillie par Joséphine, une petite dame d'apparence fatiguée, qui se présenta comme gouvernante. Elle conduisit Sophie à travers de larges couloirs décorés de tableaux coûteux et de meubles d'époque. « Madame Véronique va vous recevoir dans le salon », informa Joséphine à voix basse, comme si elle avait peur d'être entendue. Le salon était de la taille de tout l'appartement de Sophie. Véronique Montclair était assise dans un fauteuil de velours vert, tenant une tasse de porcelaine. C'était une femme de 45 ans, blonde, d'une beauté artificielle, maintenue à coups de traitements coûteux. Elle portait un tailleur, crème qui coûtait plus que ce que Sophie gagnait en un an. « Alors c'est vous la nouvelle candidate », dit Véronique, examinant Sophie des pieds à la tête, comme si elle était une marchandise. « Mathilde m'a dit que vous avez de l'expérience avec les personnes alitées. »« Oui, madame. J'ai pris soin de ma grand-mère jusqu'à son décès et j'ai déjà travaillé dans une maison de retraite pendant quelques mois. Savez-vous lire ?»« Et écrire ?» La question offensa Sophie, mais elle garda son calme. « J'ai terminé le lycée, madame, avec de bonnes notes. »« Intéressant. » Véronique but une gorgée de thé. « Je vais être directe avec vous. Mon cousin Étienne a eu un incident il y a 2 ans. Accident de voiture. Il est devenu paraplégique. Depuis lors, il est très difficile de vivre avec lui. Il est amer, grossier, contrariant. Les autres aides-soignantes n'ont pas tenu. » Sophie acquiesça, prêtant attention à chaque mot. « Le salaire est de 4 000 € par mois, plus les frais de transport. Vous travaillez du lundi au vendredi, de 8 h du matin à 6 h du soir. Samedi alterné. Vous devrez lui donner son bain, l'aider pour les repas, les médicaments, la physiothérapie de base et avoir de la patience. Beaucoup de patience. » C'était plus d'argent que Sophie n'avait jamais rêvé. « J'accepte, madame. » « Je n'ai pas encore fini. » Véronique se leva, marchant lentement autour de Sophie. « Cette maison a des règles. Vous ne parlez pas avec Étienne au-delà de ce qui est nécessaire pour le travail. Vous n'acceptez pas de cadeaux ni de faveurs. Vous maintenez toujours une distance professionnelle. Et tout comportement inapproprié entraînera un licenciement immédiat. Est-ce clair ? » ?»« Parfaitement, madame. Étienne ne sait pas que vous venez aujourd'hui. Je préfère le surprendre. Joséphine va vous conduire à sa chambre. » Elles montèrent un escalier de marbre jusqu'au 2e étage. La chambre d'Étienne se trouvait au bout du couloir, dans une aile séparée de la maison. Joséphine frappa à la porte. « Entrez !» vint une voix masculine et irritée de l'intérieur de la chambre. Joséphine ouvrit la porte et fit signe à Sophie d'entrer. La chambre était spacieuse, avec vue sur le jardin, mais les rideaux étaient fermés et seule une petite lampe éclairait l'environnement. Étienne Montclair était dans son lit, couvert jusqu'à la taille, lisant un livre. Quand il leva les yeux et vit Sophie, son expression se transforma en une grimace de dégoût. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, s'adressant à Joséphine. Comme si Sophie n'était pas là. « C'est la nouvelle aide-soignante, monsieur Étienne. Madame Véronique. » « Je n'ai pas demandé de nouvelle aide-soignante. » Étienne ferma le livre avec force. « Et je n'ai certainement pas demandé une enfant. » Sophie sentit son sang bouillir, mais elle respira profondément. « J'ai 19 ans, monsieur, et suffisamment d'expérience pour prendre soin de vous. » Étienne la regarda attentivement pour la première fois. Il avait 42 ans, cheveux châtains grisonnants aux tempes, yeux bleus qui devaient autrefois avoir été gentils, mais qui ressemblaient maintenant à des pierres froides. Il était beau malgré l'amertume qui marquait ses traits. « Expérience ?» il rit sarcastiquement. « Je parie que votre expérience consistait à prendre soin d'un vieux membre de la famille, n'est-ce pas? Croyez-moi, jeune fille, vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous embarquez. Peut-être devriez-vous me donner une chance avant de décider que je ne conviens.
Pas? Étienne s'ajusta dans son lit, clairement gêné par la réponse ferme de Sophie. Une chance? Regardez autour de vous. Voyez-vous tout ce luxe? Cette maison vaut plus que ce que votre famille entière ne verra jamais dans sa vie. Et vous pensez que vous pouvez simplement entrer ici et faire mon travail? Sophie l'interrompit. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, monsieur. J'ai été engagé pour prendre soin de vous, pas pour vous impressionner avec ma richesse. Un silence pesant s'empara de la chambre. Joséphine semblait vouloir disparaître. Étienne regardait Sophie avec un mélange de surprise et de colère. « Joséphine, sortez !» ordonna-t-il. La gouvernante sortit rapidement, fermant la porte derrière elle. « Écoutez bien, jeune fille, je n'ai pas besoin d'aide soignante. Je n'ai pas besoin de compassion. Et je n'ai certainement pas besoin d'une adolescente arrogante qui pense qu'elle peut venir ici m'apprendre la vie. » Sophie marcha jusqu'à la fenêtre et ouvrit les rideaux. D'un coup, la lumière du soleil envahit la chambre, faisant cligner des yeux Étienne. « Vous avez raison, » dit-elle, organisant quelques médicaments sur la table de chevet. « Vous n'avez pas besoin de compassion, vous avez besoin de soins médicaux, d'une hygiène adéquate et de quelqu'un qui vous traite comme une personne, pas comme un invalide. Si vous préférez être traité comme un pauvre petit, vous devrez chercher quelqu'un d'autre. » Étienne resta bouche bée. Aucune des aides-soignantes précédentes ne lui avait parlé de cette façon. « Vous avez le courage de me parler ainsi? Savez-vous qui je suis? Je sais que vous êtes un homme qui a traversé une tragédie et qui est en colère contre le monde entier. Je sais que vous êtes riche et puissant, mais dans cette chambre, vous êtes mon patient. Et en tant que mon patient, vous serez traité avec respect, mais vous devrez aussi me respecter. » Sophie commença à ranger la chambre, pliant des vêtements et organisant les objets sur la table. Étienne l'observait en silence, clairement déconcerté. « Quel âge avez-vous dit que vous aviez ?»« 19 ans. Et d'où venez-vous ?»« Belleville. » Étienne souffla. « Bien sûr, la banlieue. » Sophie arrêta ce qu'elle faisait et se tourna vers lui. « La banlieue, monsieur, et je suis très fier d'où je viens. Là-bas, j'ai appris que la dignité ne s'achète pas avec de l'argent. »« Dignité ?» Étienne rit amèrement. « Vous ne savez pas ce que c'est de perdre sa dignité. Vous ne savez pas ce que c'est de se réveiller tous les jours en se rappelant que vous ne pourrez plus jamais marcher, que vous ne serez plus jamais l'homme que vous étiez. » « Vous avez raison, je ne sais pas. » Sophie s'approcha du lit. « Mais je sais ce que c'est de se réveiller sans savoir si on aura de la nourriture. Dans l'assiette. Je sais ce que c'est de voir sa mère pleurer parce qu'elle n'a pas d'argent pour les médicaments. Je sais ce que c'est d'être regardé avec mépris par des gens qui pensent que la pauvreté est contagieuse. » Étienne la fixa en silence pendant un long moment. « Et cela devrait me faire sentir mieux? » « Non. Cela devrait vous faire réaliser que tout le monde a ses batailles. La différence, c'est que certains d'entre nous n'abandonnent pas la lutte. » Le reste de la matinée se déroula dans un silence tendu. Sophie exécutait ses tâches avec efficacité. Elle vérifiait les médicaments, aidait Étienne avec des exercices simples de physiothérapie qu'elle avait appris en observant les professionnels à l'hôpital où sa mère devait parfois rester hospitalisée. À l'heure du déjeuner, Véronique apparut dans la chambre. « Comment ça se passe, Étienne ?»« Votre protégée est intéressante, » répondit-il sans quitter Sophie des yeux. « J'espère que vous êtes professionnelle, » dit Véronique, regardant directement Sophie. « Rappelez-vous de ce dont nous avons parlé. » Après que Véronique soit partie, Étienne demanda « De quoi avez-vous parlé ?»« Rien d'important, » répondit Sophie, l'aidant à se positionner pour le déjeuner. « Elle vous a dit de ne pas me parler au-delà du nécessaire, n'est-ce pas ?» Sophie hésita, mais décida d'être honnête. « Entre autres choses. Et vous? Allez obéir? Je vais vous parler autant qu'il le faut pour bien faire mon travail. Cela ne répond pas à ma question. » Sophie le regarda dans les yeux. « Je n'ai pas peur de votre cousine, monsieur, mais je ne vais pas non plus lui donner des raisons de me licencier sans motif valable. » Étienne sourit pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. Ce fut un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là. L'après-midi se déroula différemment. Étienne semblait moins hostile, posant des questions occasionnelles sur le travail précédent de Sophie, sur sa famille. Elle répondait de façon concise mais honnête. Quand vint l'heure du bain à la fin de la journée, Étienne était clairement mal à l'aise. « Je peux prendre mon bain tout seul. »« J'en suis sûr, monsieur, mais et si quelque chose arrive? Si vous glissez, si vous vous sentez mal ?»«
Alors vous allez rester là pendant que je... Monsieur, je suis professionnel. J'ai déjà vu des corps masculins auparavant. Il n'y a rien de gênant à cela. Étienne l'étudia un moment. Vous êtes très jeune pour être si pratique. La vie m'a appris à être pratique tôt. Sophie prépara le bain avec de l'eau à la température idéale, organisa les serviettes et les savons. Étienne se transféra du lit au fauteuil, roulant puis à la chaise de bain. Pendant tout le processus, Sophie maintint une posture professionnelle mais attentionnée, offrant son soutien quand nécessaire sans être invasive. Quand vint l'heure de partir, Étienne dit « Vous revenez ?»« Demain, si vous le souhaitez. »« Je le souhaite. » Sophie sourit. « Alors je reviens. » Le voyage de retour à la maison sembla plus court. Sophie observait le paysage changer à nouveau, des hauts murs et des jardins élaborés aux maisons simples et aux rues étroites de la banlieue. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une étrange sensation d'espoir. À la maison, elle trouva Claudette regardant la télévision dans le petit salon. « Comment ça s'est passé, ma fille ?»« Différemment de ce que j'attendais, maman. »« Différemment comment ?» Sophie s'assit à côté de sa mère. « L'homme dont je vais m'occuper est compliqué, de mauvaise humeur, orgueilleux. Mais ce n'est pas un mauvais homme. Je pense qu'il est juste perdu. »« Et la famille ?»« Riche, très riche. » Sophie hésita. « Et il y a une cousine à lui qui ne m'a pas beaucoup aimé. Pourquoi? Je pense que c'est parce que je suis pauvre et jeune, et parce que je n'ai pas baissé la tête quand elle a essayé de m'intimider. » Claudette prit la main de sa fille. « Sophie, tu dois faire attention. Les riches jouaient parfois avec des gens comme nous pour s'amuser. N'oublie pas qui tu es et d'où tu viens. »« Je n'oublie jamais, maman. Mais je ne vais pas non plus laisser quelqu'un m'humilier. » Cette nuit-là, Sophie se coucha en pensant à la journée qu'elle avait passée. Étienne Monclerc était différent de toute personne qu'elle avait jamais rencontrée. Il était arrogant et amer, oui, mais il y avait quelque chose dans ses yeux bleus qui l'intriguait. Une tristesse profonde qui allait au-delà de l'accident, une solitude que tout l'argent du monde ne pouvait guérir. Et même si elle essayait de se convaincre qu'il n'était qu'un patron de plus, Sophie n'arrivait pas à oublier le moment où il avait souri. Pendant un instant, elle avait vu l'homme qu'il était peut-être avant la tragédie. Le lendemain, elle arriva au manoir ponctuellement à 8 heures. Joséphine l'accueillit avec un sourire timide. « Monsieur Étienne a demandé après vous 3 fois depuis 7 heures du matin, » chuchota-t-elle. Sophie monta à la chambre avec une étrange sensation dans l'estomac. Étienne était réveillé, regardant par la fenêtre qu'elle avait ouverte la veille. « Bonjour, monsieur. Vous êtes revenu. J'ai dit que je reviendrais. » Étienne se tourna vers elle. « La plupart des gens mentent. Pas moi. Jamais, jamais. Sur des choses importantes. » Étienne resta silencieux un moment. « Hier soir, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit, sur la dignité qui ne s'achète pas avec de l'argent. Et je pense que vous avez peut-être raison. » Il fit une pause. « Mon nom est Étienne. Je pense que vous pouvez m'appeler par mon prénom. » Sophie sourit. « Sophie. Enchanté, Étienne. » Et ainsi commença une danse délicate entre deux mondes qui semblaient impossibles à réunir, mais que le destin s'obstinait à rapprocher. Les semaines suivantes apportèrent une routine que Sophie n'avait jamais imaginée possible. Tous les jours, elle se réveillait avant l'aube, embrassait le front de sa mère encore endormie et affrontait les 2 heures de voyage jusqu'au manoir de Neuilly. Et tous les jours, en arrivant à la chambre d'Étienne, elle sentait une étrange accélération du cœur qu'elle essayait d'ignorer. Étienne avait subtilement changé. Il était toujours sarcastique et imprévisible, mais plus cruel. Il avait commencé à poser des questions sur la vie de Sophie, sur ses rêves, sur le monde au-delà des hauts murs du manoir. Elle répondait avec prudence au début, mais peu à peu elle se permit de converser plus ouvertement. « Vous avez dit que vous vouliez faire des études », commenta Étienne par un matin pluvieux de mai, tandis que Sophie organisait ses médicaments. « Quelle filière ?»« Service social », répondit-elle, mesurant soigneusement les doses dans la petite boîte organisatrice. « Je veux aider des personnes comme moi, qui ont besoin d'aide, mais ne savent pas où la chercher. »« Des personnes comme vous ?» Sophie fit une pause. « Des personnes pauvres, Étienne. Vous pouvez dire le mot. Ça n'offense pas. » Étienne rit doucement. « Vous n'avez pas l'air pauvre. »« Comment ça ?»« Vous avez une dignité, une élégance naturelle qui ne s'apprend pas dans une école chère. » Sophie sentit son visage chauffer,
Ma mère a toujours dit que la pauvreté n'est pas une excuse pour le manque de caractère. Votre mère semble être une femme sage. Oui. Et elle est malade. La voix de Sophie baissa. Diabète. Ça empire. Étienne observa l'expression préoccupée qui prit possession du visage de Sophie. Quel type de traitement lui faut-il? De l'insuline coûteuse, des consultations avec un endocrinologue privé parce que la sécurité sociale prend des mois, des examens réguliers. Sophie secoua la tête. Des choses qui coûtent plus que ce que je gagne. Et c'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que je suis ici. Étienne resta silencieux un long moment, traitant les paroles de Sophie. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle parlait de sa mère, une tendresse mêlée à un désespoir, contenu qui le touchait d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. « Étienne, dit Sophie hésitante, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Que faisiez-vous avant l'accident? L'expression d'Étienne se ferma légèrement. Je gérais les affaires de la famille, entreprise, investissement, propriété. Vous aimiez ça? Étienne réfléchit un moment. Je pensais que oui, c'est ce qu'on attendait de moi, ce que j'ai toujours fait. Il fit une pause. Et vous, à part prendre soin de votre mère, qu'aimez-vous faire? Lire, écrire parfois, m'occuper des plantes du jardin. Sophie sourit. Des choses. Simple? Quel genre de livre? De tout. J'emprunte à la bibliothèque municipale. Romans, littérature française, livres de développement personnel. Sophie hésita. Et vous? Vous aimez lire? Étienne montra une étagère pleine de livres dans le coin de la chambre. Avant l'accident, je n'avais pas le temps. Maintenant, c'est l'une des rares choses que je peux encore faire sans aide. Sophie s'approcha de l'étagère, passant ses doigts sur les dos des livres. Balzac, Zola, Proust, murmura-t-elle admirative. Quelle belle bibliothèque. Vous pouvez en emprunter n'importe lequel si vous voulez. Sophie se retourna, surprise. Vraiment? Vraiment. La plupart sont là depuis des années sans être touchés. La conversation fut interrompue par des coups fermes à la porte. Véronique entra sans attendre de réponse, élégante comme toujours dans une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux froids. « Étienne, je dois te parler. » Seul à seul. Sophie commença à se retirer, mais Étienne dit « Sophie, tu peux rester. C'était justement l'heure de la médication de 5 heures. » Véronique lança un regard glacial à Sophie. « À propos de livres, comme c'est intéressant. » Le ton était chargé de sarcasme. « Étienne, docteur Moreau a appelé. Il dit que tu as manqué les 2 dernières séances de physiothérapie. » Je n'ai pas envie de faire de la physiothérapie. Ce n'est pas une question d'envie. C'est une question de nécessité. Tu dois maintenir tes muscles actifs, la circulation. Je sais très bien ce dont j'ai besoin, Véronique. Sophie observait l'interaction en silence. Il y avait une tension entre les cousins qui allait au-delà de la préoccupation familiale. Peut-être, dit Sophie prudemment, que je pourrais aider avec quelques exercices de base ici même. J'ai appris quelques techniques. Vous? Véronique rit. Ma chère, la physiothérapie n'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. C'est une science complexe qui requiert des années d'études. Je le sais, madame. Mais des exercices basiques de mobilité, des étirements simples. Étienne n'a pas besoin d'exercices basiques. Il a besoin d'un traitement professionnel adéquat. Étienne intervint. En fait, je pense que Sophie a raison. Quelques exercices ici même seraient utiles. Véronique était visiblement irritée. Étienne, tu es irresponsable. Je suis pratique. Après que Véronique soit partie, clairement contrariée, Étienne demanda « Où avez-vous appris la physiothérapie ?» Ma mère a eu un petit AVC l'année dernière. J'ai passé 2 mois à suivre ses séances à l'hôpital public. Je prêtais attention à tout ce que les kinésithérapeutes faisaient. Et vous vous souvenez des exercices? Je me souviens de certains, rien de très complexe mais qui peuvent aider. Alors essayons. Sophie commença à travailler avec Étienne sur des exercices simples de mouvement des bras et de renforcement du tronc. Elle était attentive, expliquant chaque mouvement et observant ses réactions. Étienne fut surpris par ses connaissances et par la délicatesse de ses touchés. « Vous avez des mains de kinésithérapeute », commenta-t-il pendant une séance. « C'est parce que je n'ai pas peur de toucher », répondit naturellement Sophie. « Beaucoup de gens sont gênés comme si le handicap était contagieux. » « Et vous ne l'êtes pas? Vous êtes un homme, Étienne, pas un infirme. » Le mot « homme » dit avec tant de naturel
lui fit ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une reconnaissance de sa masculinité que l'accident avait volée. Les jours passaient et le lien entre eux s'approfondissait. Étienne commença à attendre avec impatience l'arrivée de Sophie chaque matin. Elle apportait de la vie dans cette chambre devenue sa prison. Elle racontait des histoires amusantes du voyage en transport en commun, parlait des voisins du quartier, des plantes qui poussaient dans le jardin. « Vous devriez connaître Madame Claudette », dit Sophie un jour se référant à une voisine. Elle a 70 ans et lave encore son linge au lavoir en chantant des vieux airs. Elle dit que la musique rend le linge plus parfumé. Étienne sourit. Ça semble intéressant. Oui, et très sage aussi. C'est elle qui m'a appris que les riches pleurent comme les pauvres, juste dans un lit plus confortable. Et qu'est-ce qu'elle t'a appris d'autre? Que ce n'est pas la taille de la maison où tu habites qui compte, mais la taille de l'amour que tu portes dans ton cœur. Étienne devint pensif. Ta voisine semble connaître des secrets que j'ai mis 42 ans à commencer à comprendre. Ce fut par un après-midi de juin, quand Paris était gris et froid dehors, que tout changea entre eux. Étienne avait été malade pendant la nuit, avec une forte fièvre et des vomissements. Le médecin fut appelé, diagnostiqua une infection urinaire et prescrivit des antibiotiques, mais Étienne était affaibli et avait besoin de soins supplémentaires. Sophie arriva ce matin-là et trouva Étienne visiblement abattu, en sueur et en difficulté. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle, touchant son front pour vérifier la température. « Terrible, admit-il, et j'ai besoin de prendre un bain, mais je ne sais pas si je peux. Je vais vous aider. Sophie, vous n'avez pas besoin. Étienne, je suis votre aide-soignante. C'est mon travail. » Mais quand ils arrivèrent à la salle de bain, tous deux réalisèrent que ce serait différent des autres fois. Étienne était trop faible pour se maintenir stable sur la chaise de bain seul. Sophie devrait lui donner un bain complet. « Vous êtes sûr que vous pouvez le faire » demanda Étienne, clairement gêné. « Oui. » Sophie prépara tout avec un soin redoublé. La température de l'eau, les serviettes chauffées, les savons neutres qui n'irriteraient pas la peau sensibilisée. Elle aida Étienne à se déshabiller et à se transférer sur la chaise de bain, maintenant toujours une posture professionnelle, mais ses mouvements étaient infiniment délicats. Quand elle commença à laver ses cheveux, Étienne ferma les yeux. La sensation des mains de Sophie sur sa tête, massant doucement le cuir chevelu, était presque trop intime à supporter. Cela faisait longtemps que quelqu'un l'avait touché avec une telle tendresse. « Détendez-vous » chuchota Sophie. « Vous êtes très tendu. » Étienne essaya de se détendre, mais il était impossible d'ignorer sa proximité, l'odeur légère de son parfum bon marché mêlé au savon, la concentration sur son visage pendant qu'elle prenait soin de lui. Quand Sophie commença à laver son corps, appliquant du savon avec des mouvements circulaires et soigneux, Étienne ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'accident. Du désir. Pas seulement physique, mais émotionnel. Le désir d'être touché, d'être soigné, d'être vu comme un homme. « Sophie » dit-il, la voix rauque. « Quoi ?»« Merci. » Elle arrêta ce qu'elle faisait et le regarda dans les yeux. « Pourquoi ?»« Pour me traiter comme une personne. » Sophie sourit avec tendresse. « Vous êtes une personne, Étienne. Une bonne personne qui est blessée mais toujours bonne. » Quand elle dit cela, Étienne sentit quelque chose se briser en lui. Une barrière qu'il avait soigneusement construite autour de son cœur. Sophie ne le voyait pas comme le milliardaire arrogant, ni comme l'invalide digne de pitié. Elle voyait simplement Étienne, l'homme. « Vous ne me connaissez pas bien, dit-il. Je connais l'essentiel. Comment pouvez-vous en être si sûr ?» Sophie continua à laver ses épaules, pensive. « Parce que vos yeux ne mentent pas. Vous pouvez être sarcastique, vous pouvez être difficile parfois, mais vos yeux montrent qui vous êtes vraiment. Et qui suis-je? Quelqu'un qui a peur. Peur de ne pas être aimé pour ce que vous êtes maintenant. Peur que l'accident ait emporté votre essence. » Sophie s'arrêta et le regarda directement. « Mais ce n'est pas le cas, Étienne. Vous êtes toujours là. » Le silence qui suivit était chargé d'une émotion qu'aucun des deux ne savait nommer. Étienne regardait Sophie comme s'il la voyait pour la première fois, et Sophie sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Sophie. »« Oui, je... » Mais il ne put terminer sa phrase.
Comment pourrait-il expliquer qu'une jeune fille de 19 ans, venue de la banlieue parisienne, le faisait se sentir plus vivant qu'il ne l'avait été en 2 ans? Le moment fut interrompu par des coups à la porte de la chambre. « Étienne, tout va bien là-dedans » C'était la voix de Véronique. « Oui » répondit rapidement Sophie, reprenant les soins avec efficacité professionnelle. Encore quelques minutes. Quand ils eurent terminé le bain et qu'Étienne fut habillé et de retour dans son lit, Véronique entra dans la chambre. « Ça a pris beaucoup de temps » commenta-t-elle, observant Sophie se sécher les mains. « Monsieur » Étienne était affaibli. Il avait besoin de soins supplémentaires, expliqua Sophie. Véronique les étudia tous deux un moment. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une énergie qu'elle ne pouvait identifier, mais qui la dérangeait profondément. « Sophie, je dois vous parler. Maintenant. » Elles descendirent à la bibliothèque au premier étage. Véronique ferma la porte et se positionna derrière un bureau en acajou, comme un juge sur le point de prononcer une sentence. « Asseyez-vous. » Sophie resta debout. « Je préfère rester debout, madame. »« Comme vous voulez. » Véronique croisa les bras. « Je suis préoccupée par certains changements que j'ai observés. »« Quel genre de changement ?»« Étienne est différent depuis que vous êtes arrivé, plus animé, et cela m'inquiète. » Sophie fronça les sourcils. « Je pensais que vous seriez heureuse de savoir qu'il va mieux. »« Mieux ?» Véronique rit froidement. « Ma chère, vous ne comprenez pas la situation. Étienne a traversé un traumatisme dévastateur. Il est dans un état émotionnel vulnérable. Et vous êtes une jeune femme attirante, affectueuse. Madame, je ne comprends pas où vous voulez en venir. J'en viens au fait que les hommes vulnérables développent parfois des sentiments inappropriés pour leurs aides soignantes. C'est un syndrome connu. » Sophie sentit le sang monter à son visage. « Vous suggérez que... » « Je suggère que vous mainteniez la distance professionnelle dont nous avons convenu. Pas de conversations intimes, pas de touchés inutiles, pas de implications émotionnelles. Je fais mon travail avec professionnalisme, madame. J'en suis sûr. Mais Étienne est un homme riche, puissant, et même dans l'état où il se trouve, il est encore, disons, un bon parti. Ce ne serait pas la première fois qu'une jeune et jolie aide-soignante développerait des fantasmes romantiques sur son patient milliardaire. L'accusation frappa Sophie comme une gifle. « Vous me traitez d'intéressée ? Je suis simplement préventive. » Sophie respira profondément, essayant de contrôler sa colère. « Madame Véronique, je travaille pour subvenir aux besoins de ma mère malade. J'ai besoin de ce travail. Mais je n'ai pas besoin de cette humiliation. Ce n'est pas de l'humiliation, c'est une clarification. Étienne est mon cousin. C'est ma responsabilité de le protéger. » Le protéger de quoi? De quelqu'un qui le traite avec dignité? Le protéger des femmes qui pourraient en profiter de sa vulnérabilité. Sophie fit un pas vers le bureau. « Vous voulez savoir ce que je vois quand je regarde Étienne? Je vois un homme intelligent, drôle, qui essaie de se reconstruire après. Une tragédie, je ne vois pas un compte bancaire. Et si vous pensez que c'est le cas, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Je connais très bien les filles comme vous. Non, madame, vous ne connaissez pas. Parce que si vous connaissiez, vous sauriez que je ne vends pas ma dignité pour n'importe quelle somme d'argent. » Véronique resta silencieuse un moment, clairement surprise par la fermeté de Sophie. « Très bien, je suis heureuse de l'entendre. Alors nous n'aurons pas de problème, n'est-ce pas? »« Non, madame, nous n'en aurons pas. » Sophie se dirigea vers la porte, mais Véronique l'appela. « Sophie, oui, Étienne est un homme qui est habitué à avoir tout ce qu'il veut. Ne vous illusionnez pas en pensant que vous êtes spécial. Pour des hommes comme lui, des filles comme vous sont juste des distractions temporaires. » Sophie la regarda avec tristesse dans les yeux. « Vous avez dû beaucoup souffrir dans la vie pour être si amère. » Et elle sortit de la bibliothèque, laissant Véronique bouche bée. Quand elle retourna à la chambre d'Étienne, il perçut immédiatement que quelque chose s'était passé. « Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pâle. Rien d'important. Votre cousine voulait juste clarifier quelques règles de travail ?» Étienne étudia le visage de Sophie. « Quel genre de règles ?»« Les mêmes que d'habitude. Maintenir une distance professionnelle. »« Sophie, regardez-moi. » Elle le regarda. « Qu'a-t-elle dit exactement ?» Sophie hésita. Elle ne voulait pas créer de problème entre les cousins, mais elle ne pouvait pas non plus mentir à Étienne. « Elle a dit que vous êtes vulnérable
et que je pourrais s'en profiter. Le visage d'Étienne se durcit. Elle a dit quoi? Étienne, ce n'est rien qui... Elle a insinué que vous êtes intéressé? Le silence de Sophie fut une réponse suffisante. Maudite soit-elle, murmura Étienne, passant ses mains dans ses cheveux. Sophie, je suis désolé, Véronique, parfois... Parfois quoi? Étienne hésita. Parfois elle oublie que tout le monde n'est pas motivé par l'argent. Et vous? Vous pensez que je suis intéressé? Étienne la regarda dans les yeux. Si je le pensais, croyez-vous que vous seriez ici? Je ne sais pas. Peut-être pensez-vous que vous n'avez pas de meilleur choix. Sophie. Étienne tendit la main, et elle, après avoir hésité un moment, la prit. Vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Et cela n'a rien à voir avec le fait que vous soyez mon aide-soignante. Sophie sentit son cœur s'emballer. Étienne, je sais que c'est compliqué. Je sais que nous sommes de mondes différents. Je sais que vous êtes jeune, que vous avez toute la vie devant vous. Pourquoi dites-vous cela? Parce que j'ai besoin que vous sachiez que ce n'est pas seulement de la gratitude, ce n'est pas seulement de la solitude. C'est plus que ça. Sophie retira sa main délicatement. Étienne, vous êtes confus. Ce que vous ressentez est... Ne me dites pas ce que je ressens. Sa voix était ferme, mais gentille. Je sais très bien ce que je ressens. Et que ressentez-vous? Étienne resta silencieux un long moment. Je sens que vous m'avez fait me souvenir de qui j'étais avant tout ça. Je sens que quand vous êtes ici, je ne pense pas à l'accident, je ne pense pas aux limitations. Je pense à vous. Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. Étienne, cela ne peut pas arriver. Pourquoi pas? Parce que vous êtes mon patron, parce que je suis pauvre et vous êtes riche, parce que votre famille ne l'accepterait jamais, parce que vous ne ressentez pas la même chose pour moi. Sophie le regarda, et Étienne vit la réponse dans ses yeux, avant même qu'elle ne parle. Cela n'a pas d'importance, chuchota-t-elle. Ça en a pour moi. Étienne, j'ai besoin de ce travail. Ma mère a besoin des médicaments. Je ne peux pas. Vous pensez que je vous licencierai? Votre cousine peut me licencier. Étienne prit à nouveau la main de Sophie. Véronique ne me commande pas. Si, elle vous commande. Et vous le savez. Le silence qui suivit était lourd de vérités non dites. Tous deux savaient que Sophie avait raison. Véronique contrôlait beaucoup plus qu'il n'y paraissait dans la dynamique familiale. « Sophie, dit finalement Étienne, je ne vais pas renoncer à vous. »« Étienne, je ne vais pas vous mettre la pression, je ne vais pas mettre votre travail en danger, mais je ne vais pas renoncer. » Sophie sentit une larme couler sur son visage. « Vous devriez. »« Pourquoi ?»« Parce que cela ne nous causera que de la douleur. » Étienne porta sa main libre au visage de Sophie, essuyant la larme avec son pouce. Peut-être, mais pour la première fois en 2 ans, je ressens autre chose que de la douleur. Et cela vaut tous les risques. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle le cœur en tumulte. Elle s'assit à côté du lit de sa mère et lui raconta tout ce qui s'était passé. « Maman, je ne sais pas quoi faire. » Claudette prit la main de sa fille. « Tu l'aimes ?»« Oui. Et il t'aime ?»« Je crois que oui. »« Alors quel est le problème ?»« Maman, il est milliardaire. Je suis son employé. Ça ne peut pas marcher. » Claudette resta pensive un moment. « Sophie, ta grand-mère m'a raconté une histoire une fois. Elle m'a dit que quand elle était jeune, elle était tombée amoureuse d'un garçon de la ville. Il était fils de propriétaire terrien. Elle était fille d'ouvrier. Tout le monde disait que ça ne marcherait pas. Et ça a marché. Non, elle n'a pas eu le courage de se battre pour cet amour. Elle a épousé ton grand-père qui était un homme bon et ils ont été heureux. Mais jusqu'à sa mort, elle s'est demandé « et si ?» Sophie resta silencieuse. « Ma fille, je ne te dis pas de faire quelque chose d'irresponsable, mais ne renonce pas à quelque chose de bien juste, parce que ça semble impossible. Parfois les miracles se produisent justement quand on s'y attend le moins. » Sophie embrassa le front de sa mère. « Et si ça échoue? Et si ça réussit ?» Cette nuit-là, Sophie mit longtemps à s'endormir. Dans la chambre sombre du petit appartement de banlieue, elle pensait à Étienne seul dans le manoir luxueux et se demandait s'il était lui aussi éveillé, pensant à elle. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que de l'autre côté de la ville, Véronique était également éveillée, planifiant comment séparer définitivement ce qu'elle voyait comme une menace à son contrôle sur la fortune de la famille.
Les semaines qui suivirent la confession d'Étienne furent les plus intenses de la vie de Sophie. Tous les jours, elle arrivait au manoir le cœur battant, sachant qu'elle verrait dans ses yeux un sentiment qui reflétait le sien. Ils avaient établi une danse délicate, soins professionnels qui s'étendaient en conversation, intime, regard qui durait plus longtemps qu'il ne le devrait, toucher qui était nécessaire mais qui les laissait tous deux en flammes. Étienne avait visiblement changé. Il s'était remis à se raser soigneusement, demandait à Sophie de choisir ses vêtements, s'intéressait de nouveau aux affaires de la famille. Véronique observait ces changements avec une inquiétude croissante, comme un prédateur étudiant, une proie qui est sur le point d'échapper. « Il est différent », commenta-t-elle avec la gouvernante Joséphine un soir, « plus vivant. »« C'est vrai, madame. » Monsieur Étienne rit même à nouveau, répondit innocemment Joséphine. « Et depuis quand cela a-t-il commencé ?» Joséphine hésita, percevant le ton dangereux dans la voix de Véronique. « Depuis que Sophie est arrivée, je crois. » Véronique congédia la gouvernante d'un geste impatient. Elle devait agir, et elle savait exactement comment. Pendant ce temps, dans la chambre d'Étienne, Sophie terminait de l'aider avec les exercices de physiothérapie. Il avait considérablement progressé, pouvant rester assis plus longtemps sans soutien et bougeant mieux le tronc. « Vous allez beaucoup mieux », observa Sophie, essuyant la sueur de son front avec une serviette douce. « C'est parce que j'ai une raison de m'améliorer. » Sophie rougit. « Étienne, je sais, je ne peux pas dire ces choses. » Étienne prit sa main. « Mais je n'arrive pas à cesser de penser à vous. »« Moi non plus, » confessa Sophie à voix basse, « et cela me fait peur. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne sais pas où cela va nous mener, parce que je suis assez réaliste pour savoir que des histoires comme celle-ci ne finissent pas bien pour des personnes comme moi. » Étienne l'attira plus près, jusqu'à ce que Sophie soit au niveau de ses yeux. « Et si je vous disais que je ne me soucie pas des personnes comme vous ou des personnes comme moi ? Et si je vous disais que je me soucie seulement de vous ?» Sophie sentit son cœur s'emballer. La proximité de lui, l'odeur de sa peau, l'intensité de son regard bleu la faisaient perdre la raison. « Étienne, quelqu'un pourrait entrer. »« Ça m'est égal. Mais pas à moi. Mon travail, la santé de ma mère. » Étienne soupira, la relâchant délicatement. « Vous avez raison. Pardonnez-moi. » Sophie s'éloigna, essayant de retrouver sa contenance. « Vous n'avez pas à vous excuser. Nous devons juste être prudents. »« Être prudents jusqu'à quand, Sophie ? Allons-nous faire semblant pour toujours que nous ne ressentons rien ? » ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais pas quelle est l'issue. » Étienne resta silencieux un moment. « Sophie, si j'étais un homme normal, sans tout cet argent, toute cette complication familiale, donneriez-vous une chance à nous deux ?» Sophie le regarda avec tendresse. « Étienne, vous êtes un homme normal. L'argent ne vous définit pas. Votre handicap ne vous définit pas. C'est vous qui vous définissez. » « Cela ne répond pas à ma question. » Sophie soupira. Si les circonstances étaient différentes, s'il n'y avait pas tant d'obstacles, elle s'arrêta et le regarda dans les yeux. « Oui, je le ferai. » Étienne sourit, et Sophie vit dans ce sourire tout l'espoir qu'il portait. La conversation fut interrompue par Véronique, qui entra dans la chambre sans frapper, comme c'était devenu son habitude ces dernières semaines. « Étienne, nous devons parler de la fête de samedi. » Sophie commença à se retirer, mais Étienne dit « Sophie, tu peux rester. C'était justement l'heure du médicament de 5 heures. » Véronique lança un regard irrité à Sophie, mais continua. « Le gala de la fondation, tu te souviens? Tu as dit que tu y participerais cette année. » Étienne hésita. La fondation de la famille organisait chaque année un événement caritatif pour lever des fonds pour ses actions sociales. C'était une occasion pompeuse qui réunissait la haute société parisienne, et Étienne avait accepté d'y participer pour la première fois depuis l'accident. Je m'en souviens. Mais je ne suis toujours pas sûr si... Étienne, tu as déjà confirmé. Tous nos contacts importants seront là. C'est une opportunité de montrer que tu vas bien, que tu reprends tes responsabilités dans la famille. Sophie écoutait la conversation tout en organisant les médicaments. Elle sentait la tension dans l'air, comme si Véronique tramait quelque chose. « D'accord, » accepta Étienne à contre-cœur, « mais je ne reste pas longtemps. »« Parfait. La fête sera ici au manoir, samedi à 8 heures. 300 invités.
Véronique fit une pause dramatique. Ah, et au fait, les employés auront congé ce jour-là. Nous ne voulons pas perturber l'événement. Sophie leva les yeux des médicaments. Congé pour tous? Oui, ma chère, vous aussi. Étienne peut rester quelques heures sans aide-soignante, n'est-ce pas? Étienne perçut la manœuvre de Véronique, mais ne sut pas comment réagir sans créer une scène. Bien sûr, dit Sophie diplomatiquement. Si monsieur Étienne n'a pas besoin de moi, j'ai toujours besoin de vous, dit Étienne, la regardant directement, mais quelques heures ne feront pas de différence. Véronique sourit, satisfaite. Alors c'est décidé. Après que Véronique soit sortie, Étienne prit la main de Sophie. Pardonnez-moi, elle m'a mis dans une situation difficile. Vous n'avez pas à vous excuser. Elle a raison. Vous pouvez rester quelques heures sans moi. Ce n'est pas ça. C'est que... Étienne hésita. J'aurais aimé que vous soyez là. À la fête, je sais que c'est impossible. Différents mondes, différentes classes sociales. Mais j'aurais aimé que vous puissiez voir ce côté de ma vie aussi. Sophie sourit tristement. Étienne, je n'appartiendrai pas à un endroit comme celui-là. Je ne saurais pas comment me comporter. Je n'aurais pas la tenue adéquate. Vous seriez magnifique dans n'importe quelle tenue, et vous vous comporteriez mieux que la plupart des personnes. Qui seront là? Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que vous avez quelque chose que l'argent n'achète pas, la classe naturelle. Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. Vous savez toujours quoi dire pour me désarmer. C'est la vérité. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle pensive. Elle raconta à sa mère la fête et la conversation avec Étienne. « Il voulait que tu y sois ?» demanda Claudette. Il a dit que oui. « Mais tu sais que c'est impossible, maman. » Pourquoi est-ce impossible? Maman, c'est une fête de milliardaires. Je suis son employé. Claudette resta silencieuse un moment. Sophie, es-tu sûre que c'est ce qu'Étienne ressent? Ou est-il juste en train de traverser une phase difficile et tu es un réconfort? La question frappa Sophie comme un coup dans l'estomac. Maman, pourquoi dis-tu ça? Parce que je ne veux pas te voir souffrir, ma fille. Un homme riche qui s'implique avec une employée ne pense généralement pas au mariage. Étienne n'est pas comme ça. Comment peux-tu en être sûre? Sophie resta silencieuse. Comment pourrait-elle être sûre de quoi que ce soit dans ce monde si éloigné du sien? Fais juste attention, Sophie. Ne tombe pas amoureuse au point d'oublier qui tu es et d'où tu viens. Le samedi, jour de la fête, Sophie se réveilla avec une étrange mélancolie. Elle savait qu'Étienne serait entouré de personnes de son monde, de femmes élégantes et sophistiquées qui parlaient le même langage que lui, et elle serait chez elle, en banlieue, se rappelant que c'était peut-être juste un rêve qui devait finir. Elle passa la journée à aider une voisine à s'occuper de ses jeunes enfants, essayant de ne pas penser à la fête. Mais quand la nuit arriva, elle ne put résister et appela Étienne. « Sophie ?» Sa voix semblait surprise et heureuse. « Salut, je voulais juste savoir comment vous alliez. » Ennuyée. La fête vient à peine de commencer et je veux déjà qu'elle se termine. Sophie sourit malgré sa tristesse. « Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ici. » Étienne, je suis sérieux. Il y a 200 personnes dans ma maison et la seule personne avec qui je veux parler est à 40 kilomètres d'ici. Sophie sentit son cœur se réchauffer. Comment ça se passe? Superficiellement. Tout le monde me demande comment je vais, mais en réalité, ils veulent savoir si je suis encore fonctionnel pour les affaires. Et vous l'êtes? Étienne rit. Plus que je ne l'étais avant l'accident, en fait. Vous m'avez appris quelque chose sur ce qui compte vraiment. Étienne, quelqu'un vous entend? Je suis dans ma chambre. J'ai fui ma propre fête. Vous devriez y retourner. Vos invités... Mes invités peuvent très bien s'amuser sans moi. La plupart ne se soucient même pas que je sois là. Sophie entendit des voix en arrière-plan et un coup à la porte. « Étienne, vous êtes là ?» C'était la voix de Véronique. « Je dois... » « Raccrocher, chuchota Étienne. « Retournez à la fête. Et Étienne ?»« Oui, je... Prenez soin de vous. »« Sophie. »« Au revoir. » Sophie raccrocha le téléphone, les larmes aux yeux, sans pouvoir dire ce qu'elle voulait vraiment. Qu'elle était amoureuse de lui. De l'autre côté de la ville, Étienne rangea le téléphone, le cœur serré. Véronique entra dans la chambre, élégante dans une robe de soirée noire. « Que fais-tu ici en haut? Les invités demandent après toi. Je suis juste venu chercher quelque chose. Étienne, tu ne peux pas disparaître de ta propre fête. Il y a des personnes importantes qui veulent te parler à faire. » Étienne soupira. « D'accord.
J'arrive. Ils retournèrent au salon principal, qui était transformé en un décor de contes de fées. Des fleurs partout, des lustres en cristal, un orchestre jouant de la musique classique. Les femmes portèrent des robes de soirée coûteuses. Les hommes étaient en smoking impeccable. C'était vraiment un monde à part. Étienne salua les invités, participa aux conversations sur les affaires et le marché financier, sourit pour les photos. Mais son esprit était avec Sophie, imaginant comment elle passait la soirée. C'est alors qu'il parlait avec un groupe d'entrepreneurs que Véronique s'approcha avec une jeune blonde éblouissante. « Étienne, tu te souviens d'Isabelle Lefebvre, la fille du docteur? Lefebvre de Lefebvre & Associés. Isabelle était le genre de femme qu'Étienne fréquentait avant l'accident, belle, sophistiquée, de famille riche, éduquée dans les meilleures écoles d'Europe. Exactement le type de femme que sa famille approuverait. Bien sûr, bonjour Isabelle. Étienne, c'est bon de te voir en forme. Isabelle le salua avec des bises sur les joues. J'ai entendu dire que tu allais beaucoup mieux. Oui, merci. Isabelle vient de rentrer de Paris, informa Véronique. Elle a fait un master en art à la Sorbonne. Comme c'est intéressant, dit Étienne poliment, mais clairement désintéressé. Véronique insista. Pourquoi ne discuteriez-vous pas un peu? Je suis sûr que vous avez beaucoup en commun. Étienne perçut la manœuvre de sa cousine, mais ne savait pas comment sortir de la situation sans être grossier. Il finit par discuter avec Isabelle pendant quelques minutes d'art, de voyage et de personnes qu'il connaissait en commun. « Étienne, dit Isabelle à un moment donné, j'ai beaucoup pensé à toi depuis l'accident. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de compagnie, de quelqu'un à qui parler. » Merci, Isabelle. C'est gentil de ta part. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est une préoccupation sincère. Étienne était sur le point de répondre quand Véronique s'approcha à nouveau, cette fois accompagnée d'un homme élégant d'une 50aine d'années. « Étienne, je voudrais te présenter le docteur Robert Laurent, nouveau directeur de l'hôpital Saint-Antoine. »« Enchanté, docteur Laurent. »« Le plaisir est pour moi, Étienne. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez aux projets sociaux dans le domaine de la santé. »« Un peu, oui. J'adorerais discuter avec vous d'un partenariat. Nous développons un centre de réadaptation innovant. » La conversation se prolongea, et Étienne se retrouva impliqué dans une discussion intéressante sur les possibilités d'investissement social. Pendant un moment, il oublia sa mélancolie et s'anima à la perspective de faire quelque chose de vraiment utile avec son argent. C'est à ce moment que Véronique agit. Elle avait passé les dernières semaines à enquêter discrètement sur la vie de Sophie. Elle avait engagé un détective privé qui avait découvert quelques détails sur la famille Dubois qui pourraient être utiles, rien de criminel, rien de grave, mais de petites choses qui, entre les bonnes mains et au bon moment, pourraient être dévastatrices. « Mesdames et messieurs, » Véronique attira l'attention en tapant sur une coupe en cristal. « J'aimerais porter un toast spécial ce soir. » Le salon fit silence. Étienne la regarda, surpris. « Cette fête a une signification particulière pour notre famille. C'est la première fois en 2 ans que mon cher cousin Étienne est avec nous dans une occasion comme celle-ci, participant activement à la vie sociale et aux affaires de la famille. » Des applaudissements polis résonnèrent dans le salon. « Étienne a traversé des moments très difficiles, » continua Véronique, « et a dû compter sur la bonté de nombreuses personnes, des aides-soignants, des kinésithérapeutes, des médecins, et aussi quelques personnes plus simples qu'il a rencontrées en chemin. » Étienne sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. Il savait que Véronique allait quelque part de dangereux. Il est intéressant de voir comment certaines personnes profitent de la vulnérabilité des autres, poursuivit Véronique souriant froidement. Comment certaines, aides-soignantes, jeunes et attirantes, peuvent développer des fantasmes romantiques sur leurs patients riches et vulnérables. Le salon était maintenant dans un silence absolu. Étienne tenta d'interrompre. « Véronique, laisse-moi terminer, cousin. Il est important que nos amis sachent comme tu as été, fort en résistant à certaines tentations inappropriées. » Étienne sentit la colère exploser en lui. « Véronique, arrête ça !»« Imaginez, » continua. Véronique, l'ignorant, une jeune fille de 19 ans venue de la banlieue, fille d'une femme qui a besoin de médicaments coûteux pour le diabète. Quelle chance de trouver un patron milliardaire si généreux. Étienne vit rouge. Véronique. Mais elle avait déjà semé la graine. Les chuchotements commencèrent dans le salon. Des regards de commisération dirigés vers Étienne,
des sourires complices entre les dames de la société. Bien sûr, Véronique conclut, Étienne est bien trop intelligent pour tomber dans un piège si évident. N'est-ce pas, cousin? Tous les yeux se tournèrent vers Étienne. Le salon entier attendait sa réponse. C'était le moment. Le moment de défendre Sophie, d'assumer ses sentiments, de montrer à tous que ce qu'il ressentait pour elle était réel et honnête. Étienne regarda autour de lui. Il vit Isabelle l'observer avec sympathie. Il vit les entrepreneurs attendant sa confirmation qu'il était vraiment fiable pour les affaires. Il vit Véronique avec un sourire triomphant, sachant qu'elle l'avait acculé. Et au moment le plus crucial, quand Sophie avait le plus besoin de lui, Étienne choisit le silence. « Bien sûr, dit-il finalement, sa voix sortant plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Bien sûr que je sais distinguer le professionnalisme des autre chose. » Le sourire de Véronique s'élargit. « Alors portons un toast à ta sagesse, Étienne, et à ton rétablissement complet. »« À la sagesse d'Étienne », répétèrent les invités, levant leur coupe. Étienne leva sa coupe mécaniquement, mais il avait l'impression de boire du poison. Il venait de trahir la seule personne qui se souciait vraiment de lui. Il venait de transformer l'amour de Sophie en quelque chose de sale et d'intéressé aux yeux de toute la haute société parisienne. Et le pire de tout, il savait que dans 1700, pas quelques heures, quand l'histoire parviendrait aux oreilles de Sophie à travers l'inévitable réseau de commérage qui connectait employés et patrons, elle saurait exactement ce qu'il avait fait. Il avait choisi sa position sociale plutôt qu'elle. Il avait choisi l'approbation de Véronique plutôt que de la défendre. Il avait choisi la lâcheté plutôt que l'amour. Pendant que les invités reprenèrent leur conversation, commentant discrètement la situation délicate qu'Étienne avait affrontée et résolue avec tant de maturité, Étienne se sentait mourir à l'intérieur. Véronique s'approcha de lui triomphante. « Je savais que tu ferais le bon choix. » Étienne la regarda avec un mélange de haine et de dégoût. « Ce que tu as fait était méprisable. Ce que j'ai fait était protéger notre famille d'une aventurière. Sophie n'est pas une aventurière. Non, une fille pauvre qui s'approche d'un homme riche et vulnérable, comment appellerais-tu ça ?» Étienne ne répondit pas, non parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il savait que tout ce qu'il dirait maintenant serait utilisé contre Sophie. « Elle n'a même pas besoin de revenir lundi, » continua Véronique avec désinvolture. « J'ai déjà engagé une nouvelle aide-soignante, plus âgée, plus expérimentée, plus appropriée. Tu ne peux pas licencier Sophie. Je peux et je vais le faire. Et Étienne ?» Véronique se pencha pour chuchoter à son oreille. « Si tu essaies d'interférer, je dirai à tous nos invités que tu étais effectivement impliqué avec elle. Imagine le scandale. » Étienne serra les poings. Il était acculé, et Véronique le savait. Le reste de la fête passa comme un flou. Étienne sourit quand c'était nécessaire, discuta quand on l'abordait, mais son esprit était avec Sophie. Il l'imaginait chez elle, peut-être encore éveillée, ne sachant pas que sa vie avait complètement changé cette nuit-là. Quand les derniers invités furent partis, Étienne se réfugia dans sa chambre. Il prit le téléphone plusieurs fois pour appeler Sophie, mais n'y parvint pas. Que dirait-il? Comment expliquerait-il qu'il avait été lâche quand elle avait le plus besoin de lui? Le dimanche passa dans l'agonie. Étienne ne put manger, ne put lire, ne put rien faire d'autre que penser à Sophie et au regard de déception qu'il verrait dans ses yeux quand elle découvrirait ce qui s'était passé. Le lundi arriva, et avec lui, la confirmation de ses pires craintes. Sophie n'apparut pas. À 10 heures, une femme de 50 ans, sérieuse et efficace, se présenta comme Madame Gisèle, la nouvelle aide-soignante. Étienne put à peine la regarder. « Où est Sophie ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, monsieur. Madame Véronique m'a dit que l'ancienne aide-soignante ne travaillerait plus ici. » Étienne essaya d'appeler Sophie, mais son téléphone était éteint. Il essaya plusieurs fois au cours de la journée, toujours avec le même résultat. Ce fut seulement le mardi qu'il put parler à Madame Mathilde, qui avait trouvé le travail pour Sophie. « Madame Mathilde, je dois parler à Sophie de toute urgence. »« Monsieur Étienne ?» La voix de Madame Mathilde était froide. « Sophie ne veut pas vous parler. S'il vous plaît, je dois expliquer. »« Expliquer quoi? Que vous l'avez utilisée? Pour vous divertir pendant que vous étiez déprimé? Que vous l'avez humiliée lors d'une fête devant toute la société ?» Étienne sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Elle l'a su. Bien sûr qu'elle l'a su. Madame Joséphine, votre gouvernante, a une sœur qui travaille pour une des familles qui était à la fête.
L'histoire est parvenue aux oreilles de Sophie dimanche matin. Madame Mathilde, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Je dois expliquer que ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme quoi. Vous l'avez défendu à la fête. Vous avez dit à tous que vous l'aimiez. Ou êtes-vous resté silencieux quand votre cousine l'a traité d'intéressé? Étienne ne put répondre. C'est bien ce que je pensais, dit Madame Mathilde. Sophie est une bonne fille, monsieur Étienne. Elle méritait mieux. Et elle raccrocha. Étienne resta là, tenant le téléphone muet, sentant le poids de sa propre lâcheté. Il avait perdu Sophie, et pire, il l'avait blessée d'une façon qui était peut-être irréparable. Ce soir-là, enfermé dans sa chambre, Étienne prit une décision. Il n'allait pas renoncer à Sophie. Il n'allait pas accepter que sa lâcheté détruise le seul amour véritable qu'il avait trouvé dans sa vie. Il allait se battre pour elle. Il allait devenir l'homme que Sophie méritait. Et il allait lui prouver à elle, à sa famille et à lui-même que l'amour véritable pouvait surmonter n'importe quelle barrière sociale. Mais d'abord, il devait réparer les dégâts qu'il avait causés. Et cela signifiait affronter Véronique et prendre le contrôle de sa propre vie. Il était temps qu'Étienne Moncler cesse d'être une victime et redevienne un homme. La semaine qui suivit la fête fut la plus sombre de la vie d'Étienne depuis l'accident. Madame Gisèle remplissait ses obligations avec une efficacité professionnelle, mais il n'y avait pas de chaleur humaine dans ses soins. Étienne avait l'impression d'être traité par une machine, et pour la première fois, il comprit la véritable valeur de ce que Sophie avait apporté dans sa vie. Véronique, quant à elle, semblait triomphante. Elle rendait visite à Étienne quotidiennement, toujours avec un sourire satisfait, comme si elle avait sauvé la famille d'une grande tragédie. « Tu vois comme c'est mieux ainsi » commenta-t-elle un jeudi, assise dans le fauteuil à côté du lit d'Étienne. Madame Gisèle est beaucoup plus appropriée, professionnelle, expérimentée, sans complications inutiles. Étienne la regarda avec une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Véronique, tu as détruit la vie d'une personne innocente. »« Innocente ?» Véronique rit. « Étienne, tu n'as toujours pas compris. Cette fille profitait de toi. Depuis le premier jour. Tu te trompes. Vraiment. Alors pourquoi n'a-t-elle pas essayé de te contacter? Si elle t'aimait vraiment, n'essaierait-elle pas au moins de s'expliquer? La question frappa Étienne comme un coup de poignard. C'était vrai que Sophie n'avait pas essayé de lui parler, mais il connaissait la raison. Fierté blessée et cœur brisé. « Elle n'a pas essayé parce que je l'ai trahie, » dit simplement Étienne. « Tu as fait ce que tu devais faire. » Étienne se tourna vers Véronique, et elle vit quelque chose dans ses yeux qui la fit reculer instinctivement. « Non, » dit-il, la voix basse mais chargée de détermination. « J'ai fait ce qu'un lâche ferait, et maintenant je vais faire ce qu'un homme devrait avoir fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je vais chercher Sophie. Je vais lui demander pardon, et si elle m'accepte à nouveau, je vais l'épouser. » Véronique pâlit. « Étienne, tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. »« Tu vas épouser une employée? Une fille de banlieue? Tu te rends compte du scandale que cela provoquerait ?» Étienne sourit, mais il n'y avait pas d'humour dans ce sourire. « Je me fiche du scandale. Je me fiche de l'opinion de tous ces hypocrites qui étaient à la fête. Et je me fiche de toi aussi, Véronique. » Véronique se leva brusquement. « Étienne, tu es en train de commettre la plus grande erreur de ta vie. Non, la plus grande erreur de ma vie a été de rester silencieux quand tu as humilié Sophie, mais je vais réparer ça. Et comment comptes-tu faire ça? Nous ne savons même pas où elle est. » Étienne la regarda avec détermination. « Je vais le découvrir. » Cette nuit-là, Étienne commença à planifier. D'abord, il appela le meilleur détective privé de Paris, l'engageant pour trouver Sophie. Ensuite, il appela son avocat personnel. « Docteur, Chevalier, j'ai besoin de vous ici demain matin. Nous allons faire quelques changements importants dans mes affaires. » « Quel genre de changement, Étienne? Je veux prendre le contrôle total de mes entreprises et je veux que Véronique soit retirée de toutes les positions administratives. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Étienne, cela va provoquer une guerre familiale. Qu'il en soit ainsi. » Le lendemain matin, Dr Chevalier arriva au manoir accompagné de 2 assistants. Véronique fut convoquée pour une réunion dans la bibliothèque. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, voyant tous les papiers étalés sur la table. « Il s'agit de moi prenant enfin ma vie en main, »
répondit Étienne, qui avait demandé à Madame Gisèle de l'aider à s'habiller avec son meilleur costume. Il était dans un fauteuil roulant, mais sa posture était droite et imposante. « Docteur Chevalier, pouvez-vous expliquer à ma cousine les changements que nous mettons en œuvre ?» Docteur Chevalier ouvrit un dossier. « Véronique, à partir d'aujourd'hui, Étienne reprend tous ses droits et responsabilités en tant qu'héritier principal de la famille Monclerc. Cela signifie qu'il aura le contrôle total sur les entreprises, les propriétés et les investissements. » « C'est ridicule, » explosa Véronique. « Étienne n'est même pas en état de gérer une entreprise. »« Je suis en parfaite condition mentale, » rétorqua calmement Étienne. « Et physiquement, je peux faire tout ce dont j'ai besoin. »« Tu fais ça à cause de cette fille ? Je fais ça parce que j'aurais dû le faire il y a longtemps. » Docteur Chevalier continua. De plus, Étienne consacre une part significative de ses actions à la création d'une fondation caritative axée sur la réadaptation et l'assistance sociale. Véronique resta bouche bée. « Combien d'argent jettes-tu par la fenêtre ?»« 20 millions d'euros initiaux pour créer le centre de réadaptation Sophie Dubois. »« Sophie Dubois. Tu vas donner le nom de cette... Attention au prochain mot, Véronique. Sophie est la femme que j'aime et que j'ai l'intention d'épouser. Et ce centre sera ma façon d'honorer tout ce qu'elle m'a appris sur la dignité et l'humanité. » Véronique tenta une dernière carte. « Si tu fais ça, je dirai à toute la société que tu as une liaison avec une employée de maison. Ta réputation sera ruinée. » Étienne sourit. « Véronique, tu n'as toujours pas compris. Je ne me soucie plus de l'opinion de ces gens. La seule opinion qui m'importe est celle de Sophie. Tu es complètement fou. » « Non, je me suis réveillé. » Docteur Chevalier présenta les documents à signer. « Véronique, vous avez deux options. Signer ces papiers en acceptant les changements ou affronter une bataille légale que vous n'avez aucune chance de gagner, puisqu'Étienne est l'héritier légitime. » Le visage rouge de colère, Véronique signa les documents. « Tu vas regretter ça, Étienne. Le seul regret que j'ai est de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Après que Véronique soit sortie furieuse de la bibliothèque, Étienne se tourna vers Docteur Chevalier. « Maintenant, je veux que vous retiriez Véronique de cette maison. C'est ma propriété, et je ne veux plus la voir ici. » Étienne, elle. « Et votre famille ?»« Ma famille. Ce sont ceux qui m'aiment et me respectent. Véronique veut seulement contrôler ma vie et mon argent. » Pendant que Docteur Chevalier s'occupait des aspects légaux du départ de Véronique, Étienne reçut un appel du détective. « Monsieur Étienne, nous avons trouvé Sophie Dubois. » Le cœur d'Étienne s'emballa. « Où est-elle ?»« Elle habite toujours dans le même appartement à Belleville, mais il y a quelques informations que vous devez savoir. » « Quelles informations ?»« Sa mère, Madame Claudette, est hospitalisée à l'hôpital Saint-Antoine depuis 3 jours. État grave. Sophie vit pratiquement à l'hôpital. » Étienne sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Pendant qu'il se disputait avec Véronique et réorganisait ses affaires, Sophie traversait la pire période de sa vie. Seule ? Quel hôpital ? Hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement. Étienne raccrocha et appela immédiatement Dr Moreau, le meilleur cardiologue de Paris. « Docteur, j'ai besoin que vous me rendiez un service urgent. » 2 heures plus tard, Étienne était en route vers l'hôpital Saint-Antoine. Il avait engagé une ambulance privée équipée pour le transporter en fauteuil roulant et emmenait avec lui Dr Moreau et une équipe médicale complète. L'hôpital Saint-Antoine était l'opposé complet du monde d'Étienne. Couloirs surpeuplés, brancards dans les corridors, familles entières campées dans les salles d'attente. L'odeur de désinfectant ne parvenait pas à masquer complètement l'odeur de sueur et de désespoir. Étienne se sentit honteux pour la première fois de sa vie privilégiée. Pendant qu'il se plaignait de petits inconforts dans son manoir, des personnes comme Sophie luttaient quotidiennement contre le manque de ressources sanitaires de base. Il trouva Sophie dans le couloir de l'USI, dormant sur une chaise en plastique. Elle portait les mêmes vêtements depuis des jours, les cheveux ébouriffés, le visage marqué par l'inquiétude et l'épuisement. Malgré tout, pour Étienne, elle n'avait jamais été aussi belle. Il s'approcha doucement, le cœur battant, si fort qu'il était sûr qu'elle l'entendrait. « Sophie ?» Elle ouvrit les yeux et Étienne vit le choc dans son expression en le voyant là. « Étienne ? Comment tu… » « J'ai appris que ta mère était hospitalisée. Je suis venu dès que je l'ai découvert. » Sophie se leva rapidement, ajustant ses vêtements et ses cheveux d'un geste automatique. « Tu ne devrais pas être ici. » « Pourquoi pas ?»
Parce que... Sophie regarda autour d'elle, consciente des regards curieux qu'Étienne attirait. Parce que ce n'est pas ta place? Ma place est où tu es. Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. Étienne, non, ne me fais pas ça. Ne te fais pas quoi? N'apparais pas ici, à ce moment, en disant ces choses. Pas quand je suis comme ça, vulnérable, désespéré. Étienne s'approcha davantage. Sophie, je dois te demander pardon. Pourquoi? Pour avoir été lâche, pour ne pas t'avoir défendu à la fête, pour avoir laissé Véronique t'humilier sans rien faire. Sophie essuya ses larmes du revers de la main. Étienne, tu as fait le bon choix. Nous sommes de mondes différents. Ça n'aurait jamais marché de toute façon. Non, j'ai fait le mauvais choix, et j'ai passé les 10 derniers jours à en payer le prix. Étienne, Sophie, je t'aime. Les mots sortirent avec une intensité qui fit reculer Sophie. Ne dis pas ça. Pourquoi ne puis-je pas dire la vérité? Parce que ça n'a pas d'importance ce que tu ressens, ou ce que je ressens. Rien n'a changé. Tu es toujours riche, je suis toujours pauvre. Ta famille me déteste toujours et je suis toujours inadapté à ton monde. Étienne prit la main de Sophie. Tout a changé. J'ai retiré Véronique du contrôle de mes affaires. J'ai enfin pris ma vie en main. Et je vais utiliser mon argent pour créer quelque chose qui t'honore. Qui m'honore? Un centre de réadaptation pour des personnes comme moi, mais qui n'ont pas d'argent pour un traitement privé. Le centre de réadaptation Sophie Dubois. Sophie resta bouche bée. Tu ne peux pas être sérieux. Et concernant ta mère, j'ai amené avec moi le docteur Moreau, l'un des meilleurs cardiologues du pays. Je veux qu'il examine Madame Claudette. Étienne, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que ça ressemble à de la charité. Ça ressemble à ce que tu essaies de m'acheter. Étienne s'approcha davantage jusqu'à ce que leurs visages soient très proches. Sophie, regarde dans mes yeux. Elle regarda. Tu vois de l'argent dans ses yeux? Tu vois de l'intérêt? Ou tu vois de l'amour? Sophie se mit à pleurer. Étienne, j'ai peur. Peur de quoi? Peur de croire, peur de rêver, peur que ce soit trop réel pour durer. Étienne prit le visage de Sophie entre ses mains, essuyant une larme avec son pouce. Alors laisse-moi te prouver que c'est réel. À ce moment, docteur Moreau s'approcha discrètement. Excusez-moi, monsieur Étienne, madame et Sophie? Sophie acquiesça, encore confuse. Je suis le docteur Moreau. Étienne m'a demandé d'examiner à votre mère. Si vous le permettez, j'aimerais l'évaluer maintenant. Sophie regarda Étienne, puis le médecin. Docteur, je n'ai pas les moyens de payer une consultation privée. La consultation est déjà payée, dit gentiment docteur Moreau. Et si votre mère a besoin d'une chirurgie ou d'un traitement spécial, tout est également prévu. Sophie se mit à sangloter. Pourquoi fais-tu ça? Étienne répondit. Parce que tu as pris soin de moi quand j'en avais besoin. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Sophie accepta la consultation et docteur Moreau passa 1 heure à examiner Claudette. Quand il sortit de l'USI, son expression était sérieuse mais pleine d'espoir. Sophie, votre mère a besoin d'un pontage coronarien urgent. C'est une opération complexe, mais avec d'excellentes chances de succès. Je peux l'opérer dès demain à l'hôpital américain de Paris. Docteur, je n'ai pas d'argent. J'ai déjà expliqué que tout est prévu. Sophie se tourna vers Étienne. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que si j'accepte, je serai en dette envers toi pour toujours. Étienne sourit. Sophie, la seule dette qui existe entre nous est la mienne envers toi. Tu m'as rendu la volonté de vivre. Tu m'as appris ce qu'est l'amour véritable. Tu m'as montré qu'il existe des choses plus importantes que l'argent. Étienne, épouse-moi. La demande sortit si naturellement que Sophie crut avoir mal entendu. Quoi? Épouse-moi, Sophie. Pas pour l'argent, pas par convenance, mais parce que tu es la seule personne au monde qui me donne envie d'être un meilleur homme. Étienne, tu es fou. Tu ne me connais pas depuis 2 mois. Je te connais mieux que je n'ai connu quiconque dans ma vie. Je sais que tu es courageuse, honnête, travailleuse. Je sais que tu aimes ta mère plus que tout. Je sais que tu as des rêves d'aider d'autres personnes. Je sais que tu es belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je sais que je t'aime plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. Sophie pleurait ouvertement maintenant. Étienne, et si ça ne marche pas? Et si ta famille n'accepte pas? Et si je n'arrive pas à vivre dans ton monde? Alors nous créerons notre propre monde.
ensemble. Sophie regarda Étienne pendant un long moment. Elle vit en lui non pas le milliardaire, non pas le patron, mais l'homme qui était tombé amoureux d'elle malgré toutes les différences. L'homme qui était venu la chercher au moment le plus difficile de sa vie. « Sophie, dit doucement Étienne, tu m'as appris que la dignité ne s'achète pas avec de l'argent. Maintenant, laisse-moi t'apprendre que l'amour véritable ne connaît pas de barrière sociale. Et si je dis oui? Si tu dis oui, nous passerons le reste de nos vies à prouver que l'amour peut surmonter n'importe quel obstacle. » Sophie ferma les yeux, respira profondément et prit la décision la plus courageuse de sa vie. Oui. Étienne sourit comme il n'avait pas souri depuis des années. Oui? Oui, je t'épouserai. Oui, je t'aime. Et oui, je crois que nous pouvons faire en sorte que ça marche. Étienne attira Sophie pour un baiser qui scella non seulement leur amour, mais aussi une promesse d'avenir construit ensemble. 6 mois plus tard, l'opération de Claudette avait été un succès complet. Elle était totalement rétablie et vivait dans une maison nouvelle et confortable qu'Étienne avait achetée pour elle dans le Marais, assez proche du manoir pour que Sophie puisse lui rendre visite tous les jours. Le centre de réadaptation. Sophie Dubois était devenue réalité. Installé dans un bâtiment moderne dans le sud de Paris, il accueillait gratuitement des personnes handicapées physiques venant de communautés défavorisées. Sophie avait pris la direction administrative, s'étant inscrite à un cours de gestion hospitalière pour mieux se préparer au poste. Le manoir de Neuilly s'était complètement transformé. Les couloirs froids et silencieux résonnaient maintenant de rires et de conversations. Étienne avait recommencé à marcher avec des béquilles, résultat d'une physiothérapie intensive motivée par le désir de danser à sa propre fête de mariage. Véronique avait été effectivement bannie de la vie d'Étienne. Elle avait tenté de contester les changements administratifs, mais sans succès. Elle vivait maintenant dans une maison plus petite, entretenue par une pension qu'Étienne lui versait encore, mais sans aucune influence sur les affaires de la famille. Le mariage fut fixé pour un samedi de décembre, dans une cérémonie simple à l'église du quartier où Sophie avait grandi. Étienne avait insisté pour que ce soit là, au milieu de la communauté qui avait formé le caractère de la femme qu'il aimait. La veille du mariage, Sophie et Étienne conversaient dans le jardin du manoir, sous les mêmes étoiles qui les avaient vus tomber amoureux. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» demanda Sophie, jouant avec la bague de fiançailles simple mais élégante qu'Étienne lui avait donnée. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Et quand les gens parleront, quand ils diront que je suis intéressé, que je me suis marié pour l'argent ?» Étienne prit la main de Sophie. « Laisse-les parler. Ceux qui nous connaissent savent la vérité. » « Et quelle est la vérité ? La vérité, c'est qu'une jeune fille de 19 ans de la banlieue parisienne a réussi à faire découvrir à un milliardaire arrogant et amer ce qui compte vraiment dans la vie. » Sophie sourit. « Et qu'est-ce qui compte vraiment ? » L'amour, la famille, faire une différence dans la vie des gens. Et avoir quelqu'un à ses côtés qui t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu as. Étienne ? Oui, merci. Pourquoi ? Pour m'avoir appris que les rêves se réalisent parfois, même les rêves que l'on a peur de rêver. Étienne l'embrassa doucement. Merci à toi de m'avoir appris à rêver à nouveau. Le mariage fut exactement comme Sophie l'avait rêvé, simple, émouvant et plein d'amour. L'église était remplie de voisins du quartier, d'employés du centre de réadaptation, de quelques vrais amis d'Étienne, et bien sûr, Claudette au premier rang, pleurant de bonheur. Étienne arriva à l'église en marchant avec des béquilles, refusant le fauteuil roulant. Quand Sophie apparut à la porte de l'église, vêtue d'une robe simple mais magnifique qu'elle avait elle-même choisie, Étienne sentit des larmes couler sur son visage. Elle était radieuse. La robe blanche mettait en valeur sa beauté naturelle, et le sourire sur son visage illuminait toute l'église. En marchant vers l'autel, Sophie ne regardait qu'Étienne, comme s'il était la seule personne au monde. « Tu es magnifique », chuchota Étienne quand elle arriva à ses côtés. « Toi aussi », répondit Sophie, ajustant sa cravate avec tendresse. Pendant la cérémonie, quand vint le moment des vœux, Étienne prit les mains de Sophie dans les siennes. « Sophie, quand tu es entrée dans ma vie, j'étais perdu. Perdu dans l'amertume, dans l'orgueil, dans la solitude. Tu m'as ramené. Tu m'as appris que la vraie force n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever. Tu m'as appris que l'amour véritable n'a pas de prix, pas de classe sociale,
pas de barrières. Je promets de t'aimer tous les jours de ma vie, de respecter tes rêves, de soutenir tes projets et de construire à tes côtés une famille basée sur l'amour et la dignité que tu m'as enseigné. Sophie, les larmes aux yeux, répondit. Étienne, tu m'as appris que parfois les miracles se produisent quand on s'y attend le moins. Tu m'as appris que la dignité se gagne par le caractère, pas par l'argent. Tu m'as appris que l'amour véritable est assez courageux pour surmonter n'importe quel obstacle. Je promets d'être à tes côtés dans tous les moments, de célébrer tes victoires, de te soutenir dans les difficultés et de construire avec toi un amour qui soit un exemple pour d'autres personnes, que rien ne peut arrêter ceux qui s'aiment. Vraiment. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Étienne se leva de ses béquilles et se tint debout seul pour embrasser sa femme. Le baiser fut accompagné par les applaudissements émus de tous les présents. 2 ans plus tard, Étienne et Sophie étaient sur la terrasse de leur maison, observant leurs jumeaux jouer dans le jardin. Claudette, maintenant complètement rétablie, aidait à s'occuper de ses petits-enfants avec toute l'énergie d'une grand-mère passionnée. Le centre de réadaptation, Sophie Dubois, était devenu une référence nationale, accueillant des milliers de personnes et inspirant la création d'autres centres similaires à travers le pays. Étienne avait découvert une passion pour les projets sociaux qu'il n'aurait jamais imaginé, et partager cette passion avec Sophie rendait tout encore plus spécial. « Tu sais à quoi je pensais ?» dit Sophie, se blottissant dans les bras d'Étienne. « Quoi ?» Que la vie a une façon étrange de nous mener exactement là où nous devons être. Comment ça? Si je n'avais pas perdu mon dernier travail, je n'aurais jamais rencontré Madame Mathilde. Si Madame Mathilde ne m'avait pas recommandé pour prendre soin de toi, nous ne nous serions jamais rencontrés. Si tu n'avais pas eu l'accident, Étienne. L'interrompit avec un baiser. Si, l'important est que nous soyons ici maintenant. C'est vrai. Sophie sourit. Et où crois-tu que nous allons maintenant? Étienne regarda les enfants jouer, Claudette leur racontant des histoires, le centre de réadaptation qu'ils pouvaient voir au loin. Nous allons là où nous avons toujours été destinés à aller, vers un lieu où l'amour vainque toutes les barrières. Sophie se blottit davantage dans les bras de son mari. Étienne? Oui? Tu m'as appris à marcher à nouveau. Étienne rit. Je crois que c'est toi qui m'as appris à marcher à nouveau. Non, tu m'as appris à marcher vers des rêves que je croyais impossibles. Tu m'as appris que l'amour peut tout transformer. Étienne embrassa le sommet de la tête de Sophie, et tu m'as appris que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans qui on aime. Tandis que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel d'or et de rose, Étienne et Sophie restaient enlacés, sachant qu'ils avaient construit quelque chose de bien plus grand qu'une romance. Ils avaient construit un héritage d'amour qui prouvait que lorsque 2 personnes s'aiment véritablement, il n'existe pas d'obstacle trop grand pour être surmonté. Et dans chaque geste quotidien, dans chaque sourire partagé, dans chaque projet réalisé ensemble, Étienne répétait avec sincérité les mots qui étaient devenus la devise de leur vie. « Tu m'as appris à marcher à nouveau, mais surtout, tu m'as appris à aimer. »